nous voici bientôt arrivés au terme d'une navette parlementaire sur un texte que je qualifie de puissant et examiné, disons-le, en un temps record. Si le contexte a manifestement évolué depuis avril dernier, de par la finalisation de l'offre publique d'achat simplifiée, par l'accord européen pour réformer le marché communautaire de l'électricité, et je pourrais ajouter la commission d'enquête que va présider notre collègue Franck Montaugé, notre détermination à protéger EDF de tout démantèlement et à préserver le pouvoir d'achat des Français reste strictement la même, malgré les engagements pris par Monsieur le ministre. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste, écologiste et républicain a tenu à réinscrire ce texte proposé par notre collègue Philippe Brun, collègue député. Sanctuariser le fleuron EDF, retrouver le contrôle de notre souveraineté énergétique, protéger les Français face à la précarité qui les accable, tous ces enjeux d'intérêt supérieur commandaient au dialogue et à l'entente parlementaire, si j'ose dire, d'aboutir. À l'issue de ce parcours, j'ose espérer que nous pourrons parvenir en sagesse au compromis. Si nous ne pouvons à cette heure avaliser l'ensemble des modifications apportées par notre rapporteur en commission des finances, je tiens à saluer son précieux travail légistique, je l'avoue, bien qu'à mon goût trop prudent et trop précautionneux en matière d'interprétation du droit européen, des obligations du droit communautaire. Fidèle à notre positionnement en première lecture et en parfaite congruence avec la volonté exprimée par nos collègues députés, le groupe SER défendra d'ici peu plusieurs amendements pour encore tenter d'améliorer cette proposition de loi, en proposant un retour des actionnaires salariés d'EDF, l'incessibilité d'Enedis et de RTE, contrairement à ce que j'ai pu entendre, cela reste possible, et l'extension du périmètre d'éligibilité au TRVE. Nous le savons tous ici, la discussion entamée l'an dernier ne tranchera jamais le débat idéologique et philosophique qui peut nous opposer. Pour autant, je considère que cette PPL nous offre l'occasion rare de retrouver l'esprit qui, un temps, nous a rassemblés autour de choix stratégiques pour la souveraineté et l'indépendance de notre pays, pour faire d'EDF le moteur de notre résistance. De nature optimiste, je crois capable de faire émerger des convergences pour s'accorder sur l'essentiel, la sauvegarde de notre service public collectif de l'énergie et l'impérieuse nécessité de protéger nos concitoyens de la flambée inflationniste des prix. Donc, en fonction du débat, nous aviserons et nous aimerions pouvoir voter ce texte si nous trouvons l'équilibre nécessaire ici. Je crois à notre sagesse. EDF doit garder une place centrale et stratégique dans le système énergétique national, au bénéfice de toutes les catégories de consommateurs et pour être au rendez-vous des objectifs climatiques et environnementaux que nous nous sommes donnés. La PPL initiée par Philippe Brun et le groupe socialiste de l'Assemblée nationale y contribuera de manière décisive en protégeant le caractère intégré de l'entreprise et les activités développées dans l'intérêt national. Notre débat en seconde lecture devrait aussi permettre d'acter par la loi l'incessibilité de RTE. Dans ce contexte clarifié, nous souhaitons que l'actionnariat salarié antérieur à l'étatisation du capital soit préservé sans coût supplémentaire induit pour l'État. Nous pensons qu'il est d'intérêt général que les ETI, les collectivités locales de moyenne taille et les organismes HLM puissent bénéficier des tarifs régulés de l'électricité. Mais prenons, Monsieur le Ministre, quelques instants pour nous projeter dans ce qui pourrait être, dans ce nouveau contexte, la relation entre EDF et l'État. La proposition de la Commission des finances d'un contrat décennal, révisé tous les 3 ans, qui permettrait de fixer les objectifs en matière financière, d'investissement, de décarbonation de la production d'électricité et de maîtrise des prix pour les ménages et les entreprises est nécessaire et bienvenue. Comme est opportun le rapport d'exécution de ce contrat qui serait transmis au Parlement et à la CRE. Mais si EDF rendra compte, l'État devra aussi assumer sa part de responsabilité. Et je voudrais, pour illustrer ce propos, prendre un exemple, celui du financement des grands programmes d'investissement, parmi lesquels le nouveau nucléaire, le grand carénage, les réseaux HTA et THT, pour ne citer que ces 3 postes de coût. Derrière cette question, à un moment où l'État vient de décider d'augmenter une nouvelle fois les TRVE, il y a l'enjeu national et pour toutes les catégories de consommateurs de la maîtrise des prix de l'électricité dans le temps long. Monsieur le ministre, ces grands programmes coûteront plus ou moins cher à la nation
et aux consommateurs, suivant que l'État apportera ou pas sa garantie au marché financier. En toute hypothèse, et dans le cadre du marché européen tel qu'il se dessine, qu'on approuve ou pas les orientations annoncées, lever des fonds sur le marché des OAT avec la garantie de l'État français sera pour la France la solution la moins coûteuse. S'appuyer sur une base d'actifs régulés sera plus onéreux pour EDF et recourir au contrat pour différence ou au PPA le sera encore davantage. La trajectoire financière et la maîtrise des prix de l'électricité dont il est question dans le contrat décennal proposé aujourd'hui par le Sénat résulteront aussi du rôle qu'entendront jouer les gouvernements en responsabilité. Monsieur le ministre, l'État français détient désormais 100% du capital d'EDF. Quels sont les outils de financement des investissements que vous entendez privilégier et contractualiser avec EDF ?